Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, avec son petit nom de code dans la filière qui est BETEG, B-E-T-E-G, ça dépend de comment vous le prononcez. Nous sommes aujourd'hui ravis de vous accueillir pour cette première session plutôt grand public. Et donc, nous allons commencer sans plus attendre. Je vais commencer par me présenter. Je suis Estelle Dourla, animatrice de la filière géothermie en région Hauts-de-France et je suis hébergée par Unilassal. Donc, démarrons. Pour vous présenter un petit peu cette initiative, ce webinaire, il faut savoir que la volonté d'avoir un animateur géothermie en région est assez forte au niveau national et très préconisée par l'ADEME. Et aujourd'hui, après de belles années de travail, la moitié des régions en France sont pourvues d'au moins un animateur géothermie. Donc, vous voyez sur la carte les régions allumées en jaune qui sont celles qui ont un animateur géothermie. Mais qu'est-ce que l'animation géothermie? Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de l'un d'entre nous. L'idée, c'est que nous sommes là pour faire des actions de sensibilisation, de vulgarisation, de conseil en amont. On a des missions qui varient un petit peu d'une région à l'autre, mais l'idée, c'est de toute façon vous aider à vous approprier la géothermie. Et comme chacun d'entre nous, nous devons avoir des actions de communication, on avait chacun imaginé des webinaires, des événements, et on s'est dit pourquoi pas se mettre en réseau puisqu'on commence à bien se connaître, on a créé un réseau des animateurs pour pouvoir porter toutes ces actions. Et l'idée, c'était de proposer un webinaire en collaboration avec tous les animateurs à l'échelle plutôt nationale, plutôt que chacun de notre côté dans notre région. D'où cette idée d'information à plus large échelle. Pour vous parler de ces webinaires spécifiquement, donc nous vous proposons 2 webinaires sur les boucles d'eau tempérées, celui d'aujourd'hui qui est une session d'information grand public et celui du 10 mars qui sera plus technique. Donc si vraiment il y a plus des idées, des projets, des envies d'avancer, donc ce sera vraiment plus technique. Suite aux 2 sessions, nous vous enverrons les présentations, les replays et une foire aux questions. Donc si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions aujourd'hui via le chat ou à la fin dans la session questions-réponses, nous allons quand même y répondre via la foire aux questions. Et surtout, l'animation vit aussi grâce à vous. Nous sommes à votre écoute. Si vous avez des suggestions pour les prochains sujets à traiter pour les webinaires, parce que nous allons réitérer cette expérience, puisque ça a l'air d'avoir assez de succès, n'hésitez pas, soit dans le chat, à nous faire des suggestions pour la suite, ou contacter l'un de vos animateurs en région. Ça remontera, puisque l'on se parle régulièrement, ça remontera et nous pouvons monter un webinaire aussi selon vos besoins et vos envies. Au programme d'aujourd'hui, donc nous allons vous présenter quel est le principe et l'utilité d'une BTEG, quelles sont les sources d'énergie à y raccorder. Nous vous proposons ensuite 2 retours d'expérience, le retour d'Annecy et le retour du CITO. Et ensuite, nous ferons une petite conclusion de ce webinaire. Je donne maintenant la parole à Xavier et Armand. Bonjour à toutes et à tous, Armand Pomard, je suis animateur de la filière géothermie en région Île-de-France. Ce poste est porté par la FPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, et aujourd'hui avec mon collègue Xavier Mock, lui-même animateur pour la région Centre-Val de Loire, nous allons vous présenter le principe et l'utilité d'une boucle d'eau. Voilà, comment est-ce que cela fonctionne, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Et je laisse de suite la parole à Xavier. Merci Armand. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, une BTEG dans le jargon, comme l'a rappelé Estelle? C'est un outil qui se décompose en plusieurs parties que vous voyez illustrées ici. Il y a un certain nombre de technologies différentes. On parle d'énergie thermique et on va vous présenter ensuite toutes ces technologies plus en détail dans la deuxième partie. Donc, pour faire simple, n'importe quelle ressource géothermique, voire solaire. On a ensuite des tubes qui vont permettre de distribuer cette énergie vers les différents endroits qui ont besoin de chaleur ou de froid, qui sont ici représentés en rouge et en bleu sur cette diapositive et qui viennent alimenter l'ensemble des bâtiments. On a au pied de chaque bâtiment ou bien des îlots de bâtiments un système que je pense vous connaissez tous bien, une pompe à chaleur géothermique en l'occurrence,
qui va nous permettre d'adapter le niveau de température à ce qui est souhaité pour chacun des bâtiments, selon s'il a besoin de faire du chaud, du froid, du très chaud, du très froid. Et enfin, comme c'est un système qui est relativement intelligent et qui vient s'adapter au plus proche des besoins de chaque bâtiment ou de chaque îlot de bâtiment, il y a également une partie qui est un petit peu moins visible, mais qui est particulièrement importante pour que tout puisse fonctionner correctement. Ce sont les dispositifs de régulation. Donc, savoir quand mettre l'eau en mouvement, savoir quelle pompe à chaleur allumer et à quel niveau d'eau, à quel niveau de température on souhaite l'avoir. Donc, voilà le concept de la boucle d'eau tempérée qui ressemble en quelque sorte à un réseau de chaleur, mais qui en est un sur peu les différent. infographies, vous pouvez vous amuser à chercher les différences. Je vous propose d'en identifier 3 principales. Premièrement, quand on parle de réseau de chaleur ou réseau de froid d'ailleurs, on parle d'une production d'énergie centralisée. C'est-à-dire qu'à un endroit donné, on va être capable de produire toute l'énergie qui va ensuite être délivrée à l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est ce qu'on voit matérialisé par la pompe à chaleur, le petit bloc gris sur les 2 illustrations de gauche. Quand on parle d'une boucle d'eau tempérée, l'illustration de droite, on parle d'une production d'énergie décentralisée, c'est-à-dire que chaque bâtiment va être son propre producteur d'énergie et donc va avoir sa pompe à chaleur géothermique. Donc c'est vraiment une différence majeure. Si on revient du côté du réseau, de chaud ou de froid, on parle de température très élevée ou très basse. Étant donné qu'on a une seule production d'énergie, tout se fait à un endroit et donc la température est pour un réseau de chaleur de l'ordre de 60 à 120 degrés, pour être assez large, quand en réseau de froid, on va être sur de l'eau glacée. En boucle d'eau tempérée, on va fonctionner avec des températures basses, on peut dire des températures moyennes, on va parler de 5 à 30 degrés, ce qui permet justement à chaque bâtiment d'être capable de produire, de répondre à ses besoins de chaud et ou de froid. Enfin, la différence majeure également se fait sur le type d'énergie qui est distribuée. Comme dans un réseau de chaleur, on a une température qui est donnée, on va être capable de délivrer que du chaud ou que du froid. Et donc, si on veut répondre à des besoins de chaud et de froid, il va falloir être accordé à 2 réseaux différents. Un réseau de chaleur d'un côté, un réseau de froid de l'autre. Quand, dans une boucle d'eau tempérée, on est capable de valoriser la température moyenne, à la fois pour délivrer chaleur et fraîcheur au pied de chaque bâtiment. À quel endroit est-ce qu'on peut installer des boucles d'eau tempérées? La réponse, c'est un petit peu partout. Il n'y a pas forcément des endroits où ce serait inadapté. Pour autant, on a souhaité mettre en avant quelques endroits qui semblent particulièrement pertinents ou quelques occasions qui semblaient particulièrement pertinentes. La première, c'est lorsqu'on fait sortir de terre des écoquartiers, avec aussi bien des habitations, des commerces, ce qu'on appelle des usages mixtes ici. C'est un endroit où il peut y avoir des besoins de chaud et de froid simultanés. Et en plus de ça, c'est assez facile de partir d'une feuille vierge pour que tous les bâtiments qui seront construits soient directement pensés pour pouvoir être connectés à cette boucle d'eau tempérée. On peut également raisonner à l'échelle des aménagements pavillonnaires. Alors, ça va être un petit peu pareil que ce que je viens de dire pour les écoquartiers. C'est plus facile dans du neuf, mais pour autant, ça reste tout à fait possible en rénovation. Ensuite, il y a un autre endroit où ça vaut vraiment la peine d'y penser, c'est à l'échelle des collectivités, typiquement plutôt des petites collectivités qui souvent ont beaucoup de bâtiments communaux, qui ont quelques bâtiments communaux en tout cas, regroupés en un même endroit. On va pouvoir se dire, on commence à créer une boucle d'eau tempérée qui va venir alimenter chacun de ces bâtiments communaux. Et puis, au fil du temps, on va pouvoir la faire grossir pour raccorder tout ce qui est entre ces bâtiments communaux ou bien également ce qui est à proximité. C'est une bonne occasion de lisser des coûts d'investissement et de développer tranche par tranche
cette boucle d'eau tempérée. La question qui peut se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire une boucle d'eau tempérée? Quels sont ses avantages? Et je vais laisser Armand reprendre la parole dessus. Comme vous vous en doutez, cette solution de boucle d'eau tempérée a de nombreux avantages. On vous propose d'aborder les principaux ici. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir sur différentes infographies, la boucle d'eau tempérée permet de mutualiser différents captages. On va être capable de valoriser plusieurs ressources géothermiques différentes, vous les verrez juste après, mais également d'autres sources d'énergie. Comme on parle de mutualisation de captage, on va avoir une réduction des coûts, puisque le coût du forage n'est pas seulement pour un bâtiment, mais pour plusieurs bâtiments. D'un autre côté, on va être capable de valoriser toute l'énergie, y compris celle des bâtiments. C'est-à-dire que la boucle d'eau tempérée va tantôt répondre à des besoins de chaud et de froid, et notamment quand vous faites de la climatisation, vous allez rejeter du chaud. Ce chaud peut être valorisé directement dans la boucle d'eau tempérée, puisque votre voisin aura peut-être besoin de produire de l'eau chaude sanitaire, et vice-versa. Donc, on est vraiment sur une valorisation d'énergie à basse température entre différents bâtiments. Ça veut dire que les bâtiments ne sont pas seulement consommateurs d'énergie, mais aussi producteurs. Et on peut parler de manière familière un petit peu d'échange d'énergie entre plusieurs bâtiments. Cela signifie qu'on va avoir des performances élevées, et notamment grâce au fait que la température qui circule dans la boucle est basse. Qui dit température dit basse, dit faible déperdition, puisque les températures du milieu extérieur et de la boucle vont être assez proches. Vous l'avez vu tout à l'heure, la production d'énergie se fait de manière décentralisée, et donc on va avoir une pompe à chaleur au pied de chaque bâtiment ou l'autre bâtiment. Ça veut dire que cette pompe à chaleur va être capable de répondre aux besoins très précis du bâtiment. Et donc, on va avoir une loi d'eau propice au bon fonctionnement du bâtiment. Tout ça optimise le fonctionnement au pied du bâtiment. On est sur une solution qui, comme l'a présenté Xavier juste avant, est très évolutive. C'est-à-dire que si on développe un quartier, on peut raccorder la première tranche en boucle d'eau tempérée, réaliser quelques forages. Le projet va fonctionner quelques années. On a ensuite un développement d'une deuxième tranche, voire de tranches successives, et on va être capable de rajouter à cette boucle de nouveaux captages géothermiques, et donc on va être capable de produire plus d'énergie et de répondre petit à petit aux besoins de tous les bâtiments raccordés. Enfin, comme vous le verrez après, on peut ajouter toutes sortes d'énergie à cette boucle d'eau tempérée. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'énergie géothermique, étant donné qu'on est toutes et tous animateurs géothermie, mais ça peut être envisageable de valoriser d'autres types d'énergie, comme le solaire thermique. Et donc, on est vraiment sur des projets qui sont propres à chaque contexte. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'était plus facile de partir d'une feuille blanche pour regarder les contraintes au niveau du bâtiment, afin d'avoir des bâtiments bien adaptés à cette boucle d'eau. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit surtout des organes terminaux pour diffuser la chaleur ou la fraîcheur, autrement dit des radiateurs. L'idéal, comme souvent quand on est en thermodynamique, c'est d'avoir des émetteurs qui fonctionnent à basse température, voire même à très basse température. Et tant qu'à faire, qu'ils soient réversibles pour qu'on puisse également diffuser du froid. Donc, sur le plan technique, il y a un parallèle à faire entre ce que je viens de dire et les questions de gestion des relances. Donc, la relance, typiquement, c'est on a laissé le bâtiment refroidir pendant qu'il était inoccupé et maintenant on voudrait qu'il se réchauffe relativement rapidement. Si vous avez besoin qu'il se réchauffe très vite, vous allez avoir besoin de mettre de l'eau très chaude dans vos radiateurs. Et ça, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux adapté. Et c'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir également en phase de conception, de modéliser ses besoins et également de savoir tenir compte du foisonnement entre les différents bâtiments pour ne pas essayer de dimensionner la boucle sur la somme des besoins qui seraient susceptibles d'apparaître,
mais tenir compte du fait que lorsqu'on chauffe un bâtiment, celui d'à côté ne sera pas forcément réchauffé tout pile au même moment. Voilà, donc simplement pour dire attention à ce petit point d'ingénierie en phase de conception. On a vite fait une erreur qui nous contraindrait à surdimensionner la boucle, alors qu'ensuite, dans la pratique, c'est une configuration qu'on ne trouverait pas. Je vais tout de suite laisser la parole à Édouard pour vous présenter les différentes sources d'énergie à raccorder à une BTEG. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Édouard Chenel. Donc, je travaille au CRER, Centre régional des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis animateur de la filière géothermie en Nouvelle-Aquitaine. Donc, Armand et Xavier viennent de vous présenter l'intérêt de la boucle d'eau tempérée. Je vais vous parler un peu de l'aspect énergétique. C'est-à-dire que cette boucle d'eau tempérée, il va falloir la raccorder. Alors, la raccorder d'une part au bâtiment pour produire de la chaleur, du froid, et puis la raccorder au sous-sol pour pouvoir récupérer cette chaleur. Donc là, vous voyez sur cette diapo, donc, il y a une pompe à chaleur. Le principe de la pompe à chaleur, c'est toujours le même, c'est de récupérer de l'énergie depuis l'extérieur pour produire éventuellement de la chaleur sous forme de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Et l'intérêt qu'on va retrouver sur la géothermie et donc sur la boucle d'eau tempérée, c'est d'avoir une source de chaleur qui est relativement élevée en hiver et qui va permettre de réduire fortement les consommations d'électricité, typiquement divisé par 4, voire par 5, la consommation d'énergie sur le bâtiment. Mais ça permet également, comme c'était indiqué précédemment, de produire du froid, donc soit du rafraîchissement, de la climatisation en utilisant la pompe à chaleur, ou soit par du geocooling, sans utiliser la pompe à chaleur. Dans ce cas-là, on prend l'énergie dans le bâtiment, en été par exemple, pour réinjecter dans le sous-sol, dans la boucle d'eau tempérée, dans le sous-sol. Et donc, on voit vraiment le double intérêt, production de chaleur et de rafraîchissement. Alors, cette production de froid peut passer directement par la pompe à chaleur. Je vais vous parler de geocooling. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bypasser la pompe à chaleur. Là, on utilise directement le fait que la boucle d'eau tempérée en été, notamment, est relativement fraîche par rapport à l'air extérieur. Et ça permet, sans utiliser la pompe à chaleur, directement par un échangeur thermique, de pouvoir bénéficier de fraîcheur dans les bâtiments. Et donc, avec une consommation d'énergie extrêmement réduite, des simples circulateurs à faire tourner. D'autres applications également pour faire du froid, ce qu'on appelle les thermofrigopompes. C'est des applications qu'on va plus retrouver dans du tertiaire ou dans de l'industriel quand on a des besoins de chauffage et de production de froid simultanés. Par exemple, oui, sur faire tourner des frigos alors qu'on a besoin de chauffage dans le bâtiment, etc. Donc là, on va avoir des systèmes extrêmement performants parce qu'une pompe à chaleur fait toujours du chaud d'un côté et du froid de l'autre. Par contre, les systèmes ne sont jamais totalement équilibrés, on a quand même besoin d'une source d'énergie extérieure qui là pourra être la boucle d'eau tempérée. On récupérera soit des calories, soit on régénérera le sous-sol par l'injection de calories. Alors ça, c'était la partie du côté bâtiment. La boucle d'eau tempérée va être raccordée du côté bâtiment, mais évidemment, elle va aussi être raccordée au niveau souterrain, puisqu'il va falloir récupérer de l'énergie au niveau du sous-sol, ou bien la réinjecter en cas de production de froid pour équilibrer la température dans la boucle d'eau tempérée. Donc, cet échange avec le sous-sol va se faire par l'intermédiaire d'échangeurs thermiques qui pourront avoir lieu sous différentes formes. Ça pourrait être des sondes géothermiques, des nappes phréatiques. On peut retrouver également des corbeilles, des récupérations d'eau sur les eaux usées, sur la mer, sur des géostructures. Alors, il peut y avoir une source d'énergie, et puis on peut également avoir différentes sources d'énergie qui sont raccordées sur la même boucle d'eau tempérée. Donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, ces différentes sources d'énergie. Je vais tout d'abord vous parler du captage par sonde géothermique et verticale. Alors, qu'est-ce qu'une sonde géothermique verticale? C'est un échangeur fermé, c'est-à-dire c'est un forage dans lequel on va placer une sonde qui est constituée d'un ou deux tuyaux qui vont faire un U, ou un double U, et donc un aller-retour dans le sous-sol qui
qui va pouvoir récupérer de l'énergie, des calories du sous-sol par échange thermique. Alors la profondeur de ces forages, elle peut aller jusqu'à 200 mètres dans le cadre de la géothermie de minime importance, mais pourquoi pas aller plus profondément dans le cadre de régime d'autorisation. Donc on fait circuler de l'eau glycolée qui récupère de la chaleur du sous-sol et qui devra être retransférée à la boucle d'eau tempérée via un échangeur de chaleur qui sera situé en sous-station. Alors on peut évidemment installer plusieurs sondes géothermiques verticales pour alimenter la pompe à chaleur. L'ordre de grandeur de la puissance récupérée sur une sonde de 200 mètres de profondeur, on récupérera environ 10 kW. Le gros avantage de ce type de solution, c'est qu'elle peut être mise en œuvre sur presque tous les types de terrains. Et puis, les sondes restent invisibles après leur mise en œuvre. De plus, la maintenance est extrêmement réduite et leur durée de vie est extrêmement longue puisqu'elle peut être supérieure à 100 ans. Une autre solution qu'on va pouvoir retrouver, c'est le doublé géothermique. Alors, un doublé géothermique, ça permet de récupérer l'énergie souterraine d'un aquifère. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord un forage de puisage dans lequel on va insérer une pompe immergée pour pomper l'eau de la nappe aquifère. De cette eau, on va pouvoir récupérer la chaleur au niveau de la boucle d'eau tempérée grâce à un échangeur thermique en sous-station et on fera un deuxième forage de réinjection de l'eau de nappe pour la réinjecter dans l'aquifère d'origine. Donc finalement pour l'aquifère c'est neutre en termes de volume puisque toute l'eau puisée est réinjectée un petit peu plus loin. Grands avantages de cette solution, c'est qu'il peut y avoir une énergie qui est très importante à récupérer, à condition d'avoir un débit important disponible, et car l'eau de la nappe, elle est à une température en moyenne en France entre 10 et 15 degrés sur des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres dans le cadre de la géothermie de minime importance. Donc c'est une solution qui peut être mise en œuvre sous la condition d'avoir un aquifère disponible à l'endroit de la boucle d'eau tempérée et un aquifère avec un débit exploitable suffisant pour générer l'énergie suffisante pour la boucle d'eau. Alors un point qui sera tout de même important sur ce type d'installation, c'est qu'on doit réserver un accès au puits qui sera nécessaire pour la maintenance. Comme je vous indiquais précédemment, il y a une pompe immergée dans les forages, donc on doit pouvoir notamment y accéder si nécessaire pour le remplacement de cette pompe, entre autres. Vous voyez ici, en fait, c'est des systèmes qu'on va installer dans les égouts dans lesquels vont circuler un fluide caloporteur. En boucle fermée. Qui récupérera de la chaleur. Et également, ces boucles-là vont être raccordées à la boucle d'eau tempérée via un échangeur de chaleur en sous-station. Ça, c'est pour les systèmes sur eau usée. D'autres situations qu'on va pouvoir également retrouver quand on peut se retrouver avec des installations qui sont situées proches de la mer ou proches de lacs parfois, avec des eaux de surface. Également, on peut penser à récupérer cette énergie de la mer ou des lacs. Donc la mer, c'est comme un énorme radiateur qui fonctionne toute l'année en chaud ou en froid. C'est pour ça qu'il y a des climats qui sont très tempérés en bord de mer. Et cette énergie, mais pourquoi pas la récupérer? Alors soit de manière de faire, soit en circuit fermé, en faisant circuler un fluide caloporteur sous-marin, ou soit en boucle ouverte, en récupérant directement l'eau de mer ou l'eau du lac qu'on va faire passer à travers un échangeur pour alimenter la boucle d'eau tempérée. Alors, il faut quand même être vigilant sur ce type de système, notamment par rapport à la qualité de l'eau. Ça va nécessiter des filtrations importantes pour éviter de colmater notamment les échangeurs. Et donc, ça va nécessiter des études préalables, mais il y a des potentiels qui peuvent être assez intéressants.
Donc, c'est des projets qui sont soumis au Code de l'environnement pour pouvoir être étudiés. Donc, voilà une autre manière de pouvoir récupérer de l'énergie souterraine. D'autres solutions, notamment sur des bâtiments neufs qui nécessitent c'est l'utilisation de géostructures, parfois de pieux géothermiques. C'est-à-dire, lors de la construction des bâtiments, dans les structures du bâtiment, dans les fondations, on décide de faire passer un système dans lequel on va pouvoir faire circuler des fluides caloporteurs qui pourront récupérer l'énergie du sous-sol tout au long de la durée de vie du bâtiment. Donc, également des durées de vie qui sont extrêmement longues, de plus de 100 ans. Et puis, cette énergie, c'est un échange thermique avec le sous-sol, ça va être transféré à la boucle d'eau tempérée via un échangeur de chaleur en sous-station. Donc, il faut que le bâtiment lui-même soit raccordé à la boucle d'eau tempérée, donc évidemment. Et c'est vraiment intéressant d'y réfléchir dans le cas de construction neuve, par exemple sur un écoquartier. Et puis, enfin, en dehors de toutes ces sources géothermiques, sur cette boucle d'eau tempérée, on peut aussi, pourquoi pas, s'autoriser à la raccorder avec d'autres systèmes énergétiques, typiquement, vous avez Armand parlé tout à l'heure, l'énergie solaire. Donc, on peut aussi apporter de la chaleur dans cette boucle d'eau tempérée avec, pourquoi pas, des capteurs solaires. Et puis, quand la boucle est raccordée aussi à des bâtiments de type industriel ou tertiaire, il y a souvent de l'énergie fatale qui peut être récupérée, par exemple, des data centers, des patinoires, du froid alimentaire, qui vont dégager une production de chaleur qui peut être tout à fait réinjectée dans la boucle d'eau tempérée. Et ensuite, cette chaleur est réutilisée par les autres bâtiments qui, en même temps, peuvent avoir des besoins de chaleur. Donc, on parle de boucle d'eau tempérée, de BTEG, à partir du moment où il y a au moins une source d'énergie qui est souterraine, qui est géothermique. Mais c'est tout à fait possible de raccorder d'autres sources d'énergie, et une préférence des énergies renouvelables, évidemment, à cette boucle d'eau tempérée. Voilà par rapport aux aspects énergétiques. D'un côté, au niveau souterrain, donc cette récupération d'énergie ou la régénération du sous-sol, et puis de l'autre côté, donc les bâtiments qui vont pouvoir utiliser cette énergie, c'est mutualisé grâce à la boucle d'eau tempérée. Donc, et puis je vais maintenant laisser la parole à Olivier pour retour d'expérience sur justement une boucle d'eau tempérée sur Eau-de-Lac. Eh ben, merci Edouard, bienvenue à tous. Donc, je me présente, Olivier. Je travaille pour IDEX Énergie. IDEX Énergie est bien connu effectivement au niveau national sur toute la partie conception, réalisation des réseaux de chaleur, de l'exploitation également des chaufferies. La direction à laquelle j'appartiens est sur une partie vraiment infrastructure, sur le développement des réseaux chaleur, de chaud, de froid, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet dont je vais vous parler, c'est le projet effectivement des 13 hommes à Annecy, une double boucle d'eau. Ce projet vient de deux caractéristiques essentielles. Un grand projet, effectivement, à la place de l'ancien hôpital d'Annecy, de beaucoup de logements, avec également la piscine des Marquisats qui est en rénovation. Mais également un autre point, qui est un trou à proximité de ces ensembles immobiliers pour avoir des températures assez froides. Voilà. Ce projet immobilier est composé effectivement de 570 logements. Je vais parler d'une rénovation complète effectivement du centre nautique, avec des besoins importants en chaud mais également en froid. Un investissement assez important avec des aides de l'ADEME, des puissances de 3 MW pour le chaud et en pompe à chaleur avec un appoint secours
au gaz naturel. Avec un réseau assez condensé qui est vraiment à proximité de la piscine et de tout ce nouveau programme d'habitation. Alors, dans ce cadre de ce projet-là, donc 100% de l'eau prélevée au lac est restituée au lac. 95% de l'énergie produite est produite avec des pompes à chaleur. 5% est lié pour les appoints secours avec du gaz naturel. Et voilà, on a une autorisation de pompage qui est de 240 litres par seconde, qui est bien inférieur effectivement au débit du Thiou, donc qui est la rivière qui passe à travers Annecy, qui sort du lac. On contexte rapidement, donc démarche de développement des énergies renouvelables, objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis bien sûr un premier projet français, une référence au niveau national, et bien sûr subventionné par l'ADEME. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là, mais juste pour vous dire que c'est quelque chose qui se fait sur du moyen terme, contrairement éventuellement à d'autres projets de réseau de chaleur sur du bois, des choses comme ça. Il y a quand même un certain nombre d'études, de dossiers à constituer pour aboutir à émerger le projet et pouvoir le réaliser. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Annecy, ceux qui connaissent la vieille ville, l'entrée de la vieille ville avec le Thiou qui passe et qui fait tout son charme, on est, on va dire, à 400-500 mètres de là, tout au long du lac. Avec des prises d'eau, une prise d'eau dans le lac à moins 20 mètres de profondeur, et puis un rejet qui a moins 7 mètres. Une station de pompage et d'aquacooling qui est atypique parce qu'elle est complètement enterrée depuis l'extérieur. Nous ne voyons rien du tout, que de l'espace vert. Et ensuite, on a deux boucles, une boucle chaude et une boucle froide. Voilà. On a également deux chaudières en appoint, en appoint secours, qui sont situées dans des sous-stations sur le réseau chaud. Le principe de fonctionnement, prise d'eau moins 20 mètres, un rejet à 7 mètres, une station de pompage enterrée, comme je disais, qui permet de faire du chaud avec des pompes à chaleur et de l'aquacooling, du free cooling, si vous voulez, directement en passant via un échangeur, et on alimente une piscine. On alimentera une piscine, un hôtel, une résidence senior et puis des logements. Pour regarder un peu plus précisément effectivement le mode de fonctionnement de cette station de pompage, l'eau arrive épuisée autour de 6-7 degrés. Elle passe à travers un échangeur pour la partie chaude et qui est alimenté ensuite par 3 pompes à chaleur qui fonctionnent un petit peu en série où la boucle chaude en fait revient à une cinquantaine de degrés et elle est réchauffée de 5 degrés par la première, pareil pour la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la troisième pompe à chaleur pour refournir sur le réseau une boucle chaude, cette fois-ci. Ce n'est pas une boucle tempérée, c'est une boucle chaude à 65 degrés. Et juste au-dessus, on a effectivement la notion d'aquacooling, qui toujours l'eau du lac, qui passe simplement par un échangeur et qui va directement vers les abonnés. Et bien sûr, voilà, toute l'eau est refournie et après est remise dans le lac. Voilà, on la filtre à 100 microns et ensuite on la rejette intégralement dans le lac. Pourquoi avoir pris effectivement cette donnée-là? On a des températures d'eau qui sont constantes sur le lac. À partir de 20 mètres de profondeur, donc en axe des abscisses, vous avez la profondeur et les ordonnées, les températures de l'eau. Et tous les points bleus, en fait, ce sont des prises de température, été ou hiver, donc
Ce qu'on voit au niveau des 5-6 degrés, c'est l'hiver. Et tout ce qu'on voit sur la partie en haut qui descend, en fait, c'est les températures prises l'été. Et on se rend compte qu'à partir de 20 mètres de profondeur, eh ben, la température elle est constante toute l'année, été comme hiver. Voilà. Donc la prise d'eau a été positionnée effectivement à cette température pour favoriser effectivement la partie aquacooling et rejetée à 7 mètres de profondeur avec du coup une température l'hiver qui est un peu en dessous, qui est à 2-3 degrés, et l'été, on rejette effectivement un peu plus haut, mais toujours plus bas que la température du lac. Voilà. Donc là, une petite vue 3D effectivement de l'installation de pompage où on a un bac tampon, c'est que je n'ai pas précisé, qui récupère gravitairement en fait l'eau du lac. Donc on a directement un tuyau qui est implanté dans le lac avec une crépine et qui amène gravitairement l'eau dans un bac tampon, dans une tampon qui est juste à côté de la station de pompage. Et depuis ce bac tampon, on vient avec les pompes qu'on voit aspirer l'eau, passer par la filtration de 100 microns, puis par des échangeurs, des pompes à chaleur, ou via l'échangeur pour le réseau aquacooling. La deuxième partie, c'est la partie pompe à chaleur. On a des pompes à chaleur qui, donc on vient de voir, l'eau qui a été filtrée, qui passe par un échangeur. On a 3 pompes à chaleur qui sont actuellement installées. On a la possibilité de mettre une 4e pompe à chaleur, donc 3 pompes à chaleur de 1 méga, donc on aura un potentiel jusqu'à 4 mégas au total, qui, elles, relèvent les températures, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on a les pompes de chauffage, de circulation du départ chauffage, pour alimenter la piscine et l'ensemble des bâtiments sur une boucle chaude. Voilà. La piscine est juste à côté, donc c'était vraiment la pertinence d'avoir cette station vraiment collée à la piscine. Et du coup, je vais vous proposer quelques photos de l'installation. On voit effectivement l'ensemble du site avec là les travaux lacustres pour poser effectivement les réseaux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la sous-station qui est enterrée à proximité effectivement de l'ancienne piscine qui est démolie et là qui est en projet de reconstruction. Et nous, notre parcelle est vraiment là où vous voyez les grues et tout est vraiment enterré. Voilà quelques réalisations de l'opération. Et les réseaux, donc ça c'est les réseaux Lacus qui sont installés au fond du lac pour récupérer l'eau. Vous pourrez retrouver également sur Internet des petites vidéos de cette partie-là sur l'entreprise Bona TP, où vous verrez effectivement une petite vidéo qui montre toute cette partie des poses des réseaux lacustres. Donc là, maintenant, c'est l'intérieur de la STAP, de la station de pompage, avant la mise en place en fait, de tous les équipements hydrauliques. Les pompes à chaleur, donc là, les 3 pompes à chaleur qui sont installées sur site. La partie de l'eau de pompage de l'eau du lac qui est, comme je disais, dans un ballon, dans un bac tampon, voilà, qui permet d'avoir l'eau gravitairement. Et en fait, l'eau, elle est juste à côté de la station de pompage. Donc, du coup, on gagne en énergie de ne pas avoir à pomper depuis le lac. On la pompe directement dans le bac tampon. Et puis, donc, vous voyez sur la droite les échangeurs à partir de l'eau du lac. Et puis, sur la gauche, des petits circulateurs qui sont entre ces échangeurs-là et les pompes à chaleur. Voilà, donc ça, c'est le bac tampon. Vous voyez tout au fond
l'arrivée d'eau en diamètre 600 mm qui arrive depuis l'eau du lac. Donc là, il est vide, hein, bien sûr. Pour prendre la photo, c'est mieux parce que sinon, il n'y a que de l'eau, vous ne verrez pas grand-chose. L'eau arrive quasiment jusqu'au plafond en fonction du niveau du lac. Actuellement, le lac d'Annecy est vraiment très, très haut. Donc, on est quasiment on est 3-4 cm du plafond. Et si le niveau de l'eau du lac diminue, ça diminuera également dans ce bac tampon. On a les trois pompes sur la droite. En fait, on voit 3 coudes qui prennent effectivement un peu en dessous de ce niveau-là l'eau pour le fonctionnement de la STAP. Et puis le tuyau en haut à gauche qui part au fond, c'est le tuyau qui retourne au lac en sortie de la station de pompage. Merci Olivier. Nous allons passer maintenant au retour d'expérience présenté par Frédéric. Alors, juste petit aparté, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que le retour d'expérience que vous venez d'avoir n'était pas une boucle d'eau tempérée avec des sous-stations à l'intérieur de la boucle, puisqu'il y avait une centrale de production. Donc, c'était plutôt un hybride, on va dire, entre l'idée réseau de chaleur et boucle d'eau. Et donc là, on va s'intéresser à quelque chose qui ressemble vraiment à une boucle d'eau telle que nous vous l'avons présentée dans les premières slides. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Sylvain Morel, directeur technique là, du CITO, donc Centre intercommunal de traitement de l'eau. Et avec Frédéric Pronchéry, qui est l'élu en charge notamment de cet équipement. Nous, notre retour d'expérience, en effet, c'est une production décentralisée au niveau de chaque ensemble immobilier. Il y en a 3. Donc, je vais pouvoir vous présenter notre solution, dont l'idée a émergé dès 2012. On est un territoire relativement à l'offensive sur tout ce qui est transition énergétique, avec une stratégie politique claire et assumée. On est TEN, territoire engagé pour la nature, territoire à énergie positive. Et au-delà de ces grands projets cadres qui encadrent notre stratégie environnementale, on essaye de poser des briques concrètes de solutions opérationnelles qui nous servent aussi de démonstrateurs et pour améliorer, pour profiter des équipements de notre territoire. Notre territoire, c'est le Beaujolais des crues, entre Lyon et Mâcon, pour ceux qui connaissent, au bord de la rivière Saône. Il y a une sortie autoroutière sur la 6, Belleville en Beaujolais. Donc, dans le cadre de cette stratégie, je vais vous parler du réseau de chaleur. On l'appelle le réseau de chaleur, mais c'est bien une BTEG de la station de d'épuration CITO. Cette station a été mise en eau en 2011. L'ancienne station était très vétuste. C'est pas une grosse station, hein, donc on voit qu'on peut faire aussi des projets avec des équipements de taille de ville intermédiaire. C'est une station de 25 650 équivalents habitants, pour ceux qui connaissent ce type de dimensionnement, qui regroupe toutes les eaux usées des communes de Belleville, Saint-Jean-d'Ardière, qui est maintenant Belleville en Beaujolais, et de Taponat. Et cette station, quand elle était mise en eau, Frédéric Pronchéry, il avait ces eaux usées qui arrivent tièdes, on va dire, dans une station d'épuration. Elles sortent de chez nous après usage, donc on est souvent, la température varie en fonction des saisons, mais on est bien sur les géothermies avec une température un peu au fil de l'année, entre 5 degrés l'hiver au plus froid et 24-25 l'été au plus chaud, avec une moyenne le plus souvent entre 10 et 15 degrés, qui correspond pile au domaine de fonctionnement de la géothermie. Alors, au-delà de l'idée, on a la chance de travailler là avec des élus très leaders et un peu charismatiques, parce qu'il faut arriver à convaincre. Là, on est en 2012, donc les réseaux de chaleur sur eau usée en France, en utilisant l'énergie fatale des eaux usées pour chauffer et rafraîchir des bâtiments, dont des logements sociaux, c'est une première.
Donc, il faut arriver à convaincre. Donc, il faut faire le tour, en l'occurrence, du promoteur qui avait le projet immobilier à proximité immédiate de la station, les bailleurs sociaux qui louent les logements derrière, nos financeurs qui nous ont bien soutenus, l'ADEME, l'Agence de l'eau, notre conseil départemental du Rhône et la région. Et donc, il y a un gros travail de conviction, d'opiniâtreté, monter les documents et avancer sur ce projet. Pour vous situer, donc, on aperçoit sur la vue aérienne la station d'épuration avec les 2 gros bassins là qu'on voit. En fait, on avait la chance d'être à côté d'un projet immobilier qu'on appelle la Villa du Rabot sur notre ville, qui représente à peu près 10 000 mètres carrés de surface de plancher. Voilà pour la position du secteur. On sait bien sûr, on est dans des sujets relativement techniques, donc on n'a pas toutes les compétences nous, en tant que maître d'ouvrage. Donc on s'est entouré, en l'occurrence du bureau d'études Merlin pour les études de faisabilité, prouver ça. On le verra d'ailleurs dans les slides qui arrivent. Le principe, au niveau de l'étude de faisabilité, on a pu montrer que par rapport à notre débit minimum, on arrivait à fournir suffisamment de calories pour 95% du temps, avec un beau potentiel de 300 kW le plus souvent. Et on s'est branché donc sur notre clarificateur pour disposer d'un volume d'eau de stockage qui nous permet de servir de tampon et d'avoir toujours les fluents disponibles pour alimenter notre réseau de chaleur. Le principe, il est très simple. On n'a pas inventé. Le principe, on le connaît depuis l'invention de la géothermie. Hein. On récupère les calories de nos effluents traités. On les envoie sur un échangeur, en l'occurrence un échangeur à plaques, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ce qu'on appelle la boucle primaire. Et ensuite, on passe sur un réseau échangeur PAC avec un liquide réfrigérant glycolé. Et on alimente en chauffage et en rafraîchissement les ensembles immobiliers qu'on souhaite chauffer et rafraîchir. Il a fallu donc passer, une fois les partenaires convaincus, pour la petite histoire, le promoteur immobilier, il n'était pas enchanté de faire un projet immobilier avec vue sur une station d'épuration, même si elle est très bien conçue, qu'il n'y a aucune nuisance. Au niveau marketing de base, ce n'était pas l'essentiel. Donc, nos relations au tout démarrage n'étaient pas forcément idéales, mais on a eu la chance de le convaincre assez rapidement. Il était assez investi dans l'environnement. Et pour finir, c'est un vrai partenariat qu'on a pu tisser avec ce promoteur. Parce qu'étant donné qu'on est sur une BTEC, comme ça vous a été présenté au démarrage, il faut des émetteurs basse température. Et dans la conception même des appartements, ça avait des conséquences en termes de construction, parce qu'il a fallu intégrer donc des planchers chauffants et rafraîchissants, et ou des cassettes, des émetteurs basse température, ce qui n'était pas le cas à l'origine du projet. Avant ce réseau de chaleur, ils étaient sur une conception plus classique, avec des radiateurs, etc. Mais il faut savoir transformer les inconvénients en avantages. Et en fait, même en termes d'agréabilité des logements, c'est bien plus confortable parce que vous n'avez pas les radiateurs qui empêchent de meubler les parois de mur, etc. Et du coup, ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu un travail un petit peu touchy sur l'aspect administratif et juridique, parce que on est une collectivité territoriale, hein, pour l'acronyme barbare EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale entre plusieurs communes. Et notre compétence, c'était la collecte et le traitement des eaux usées. Donc, on a modifié nos statuts pour ajouter la compétence production et exploitation d'un réseau de chaleur. On a travaillé aussi avec des notaires et un avocat pour sécuriser, on va dire, l'amortissement de notre investissement avec le promoteur en mettant en place des contrats cadres de vente de chaleur sur la durée de vie de notre réseau de chaleur pour que les immeubles soient liés à notre réseau et qu'ils ne puissent pas aller chercher une énergie ailleurs, et ce qui nous a permis de dimensionner
le bilan économique de vente de notre énergie. On a bien sûr créé un budget annexe parce que on est en collectivité, l'eau paye l'eau, donc la chaleur doit payer la chaleur. Donc les recettes qu'on génère par la vente de notre énergie couvrent à terme l'investissement et l'exploitation de notre équipement. Un gros travail de recherche d'aide financière, et on peut souligner qu'on a été fortement aidé et on était innovant à l'époque, en 2000, dans les années entre 2012 et 2014, le temps de lancer la construction. Et on a bénéficié du Fonds Chaleur national de l'ADEME, mais aussi du Fonds Chaleur régional. On a bénéficié de l'Agence de l'eau, d'aide de la région et du département. En gros, sur la totalité de notre investissement, qui tout confondu, au fil de la construction des 3 différentes sous-stations représentant environ 650 000 euros hors taxes, on a eu 69% d'aide financière. Et comme tout projet chez nous, on essaye de faire un volet communication, même si on n'est pas forcément des spécialistes. Donc presse, Marianne d'Or, on est passé au colloque de la steppe du futur parce que notre station a été labellisée par l'Agence de l'eau, parce qu'au-delà du réseau de chaleur, on développe aussi d'autres démonstrateurs. On est refuge LPO, on fait de la réutilisation des eaux usées avec de la désinfection ultraviolette. On a mis en place différentes choses, des puits de lumière, une station BBC. Donc voilà, après je vais vous présenter peut-être plus spécifiquement nos partenaires. Comme je vous l'ai dit, pour la première tranche, on essuyait un petit peu, c'était de l'expérimentation quand même, cette idée. Donc on s'est entouré avec une maîtrise d'œuvre du cabinet Merlin. On a consulté, fait un appel d'offres dans le cadre de la commande publique. Donc c'est le groupe Suez avec l'entreprise EGTP pour la partie canalisation entre la station et les immeubles. Et on s'est fait aider d'un expert AMO spécialisé dans les traitements, enfin la géothermie notamment, mais pas que, Indigo. Pour la première tranche, donc, dont les travaux ont débuté en 2014 et on avait inclus dans la commande, dans le dossier de consultation, à l'époque, on appelait ça une réalisation exploitation-maintenance. Maintenant, ça sera plus des marchés de performance énergétique. 1 an d'exploitation, afin que ceux qui construisent nous aident à exploiter, à régler pendant 1 an pour démarrer sur les meilleures bases possibles et réussir ce beau projet. C'est un projet qui s'est fait en 2 tranches. La première, en 2014-2015 sur le premier bâtiment. Ensuite, bien sûr, le projet immobilier, les bâtiments sont construits au fil du temps. Donc, on a équipé le deuxième en 2018 et le troisième bâtiment et le dernier en 2019. Ensuite, on a bien sûr des contrats d'exploitation. C'est Engie Cofeli qui a le marché actuellement. Et on fait un suivi régulier de notre réseau de chaleur pour suivre ses performances au plus près avec Indigo. Au niveau du plan, donc la station d'épuration encadrée de jaune que vous voyez, avec les bâtiments, donc chacune des tranches en rouge, la première, le bâtiment ABC avec sa chaufferie. En bleu, au plus près de la station, le bâtiment F avec uniquement des commerces à l'intérieur. Et en vert, le dernier qu'on a équipé en 2020, un bâtiment de logement. On voit que, en effet, nous, on est décentralisé, donc on a un pompage filtration au niveau de la station d'épuration, au niveau du petit carré jaune pour la récupération des effluents. Et ensuite, on les projette vers chaque bâtiment et chaque chaufferie, ce qui nous permet de dimensionner aussi nos packs au plus près des besoins de l'immeuble. En termes de rendement, c'était idéal dans notre cas. Et après, vous avez le retour de la boucle vers la station. Alors, pour la petite histoire, la boucle, on puise dans le clarificateur et on retourne dans le clarificateur. C'est au niveau réglementaire. On n'a pas d'impact sur le bilan volumétrique de la station d'épuration. Tout ce qui entre sort au même endroit après avoir récupéré les calories. Alors, la petite spécificité qu'on a, c'est comme on a 3 bâtiments, en fait, on s'est adapté vraiment au plus près des besoins de chacun.
Par exemple, le bâtiment ABC, l'initial, c'est un peu moins de 5000 m². C'est du mixte. Il y a 51 logements sociaux, il y a des bureaux, il y a des commerces. Et dans ce bâtiment-là, on fait le chauffage, le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement en été. On ne fait pas de climatisation. La PAC, elle fait 80 kg et on a une chaudière gaz qui permet de faire le chauffage complémentaire de l'eau chaude sanitaire et qui permet de servir de secours installé en cas de problématique sur notre réseau. C'était une contrainte obligatoire à cet appoint gaz qu'on avait vu avec l'ADEME. Donc, c'était une donnée de base de notre conception. Après, on va passer au bâtiment F. Le bâtiment F, il est plus spécifique parce que c'est uniquement des commerces. Donc, bien évidemment, là, pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, on doit produire et du chaud et de la climatisation, mais pas d'eau chaude sanitaire. Donc, il y a des cassettes individuelles au niveau de chaque magasin ou de chaque bureau. Et on a un système, toujours avec les effluents échangeurs à plaques, mais ensuite c'est des DRV, donc c'est des débits de réfrigérants variables qui permettent de nous faire du chaud ou du froid, pièce par pièce, selon la demande de l'utilisateur dans son commerce. Et le dernier, le bâtiment D en 2020, sur le transparent, voilà qui vient. Nous avons, c'est uniquement des logements, là, sur un bailleur social de la commune. Donc là aussi, on a du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et du rafraîchissement l'été. On a testé un autre système parce que, étant donné que la chaufferie, là, était dans les combles, ce qui était une contrainte, idéalement, on les préfère au rez-de-chaussée pour des questions de rendement, d'efficacité énergétique, mais on ne pouvait pas monter facilement le branchement de gaz. Donc, on a travaillé avec une PAC chauffage réversible, rafraîchissement, et une autre PAC haute température pour l'eau chaude sanitaire. Donc, on est sur 3 immeubles, 3 technologies qu'on a adaptées aux besoins de nos immeubles au plus près. La PAC sur le D fait 40 kW. Et on a un secours électrique. Alors, notre réseau est suivi très régulièrement. Tous les 2 ans, on fait une expertise un petit peu avec l'aide d'Indigo qui nous permet de suivre nos coefficients de performance, les COP, coefficients de performance. Alors, les COP machines, PAC, qui sont relativement bons en général, et le COP global, qui est vraiment l'efficacité de notre système au global, c'est-à-dire quand on voit pour le bâtiment ABC 3,52, ça veut dire que pour 1 kWh d'énergie fossile consommée par les PAC, par les pompes, les circulateurs, etc., on produit 3,52 kW d'énergie au global. Là, c'est les derniers suivis faits en 2022, en sachant que F, c'est du commerce, c'est spécial, on n'a pas travaillé, il fallait répondre aux besoins. Mais sur ABC, on vise un COP qui est un peu plus élevé que 3,52. On veut tutoyer les 4 et donc on va mettre aussi en place des améliorations. C'est très important de suivre de très près ce type de réseau de chaleur parce qu'au fil du temps, vous avez une légère dégradation. Il y a les encrassements des échangeurs, il y a des asservissements qu'il faut affiner, des positions de sondes qui déterminent la loi d'eau qui sont à surveiller avec des sensibilités. Donc, on est parti à 3,9, 3,95 en 2015 de COP. Et là, on est à 3,52, donc on a une perte de 8,1% d'efficacité, ce qui est logique, cohérent par rapport aux comparaisons avec d'autres réseaux de chaleur. Mais on lance donc régulièrement un programme d'amélioration pour rester au plus haut. Et vous avez aussi les énergies, alors les ER, les COP sur les réseaux de rafraîchissement. Là aussi, un tableau pour vous présenter le bilan environnemental de notre équipement. Je ne vais pas m'appesantir sur les chiffres. Vous aurez de toute façon les présentations qui vous seront envoyées. Mais on voit que pour le chaud, on est à 93 grammes par kilowattheure.
Et on a une couverture globale d'à peu près de 60% d'énergie renouvelable. Voilà pour le bilan environnemental. Alors, il est bien de se comparer un petit peu, donc c'est pour ça qu'on se positionne avec notre bilan de 93 grammes de CO2 par kilowattheure. On se positionne bien sur la moyenne basse des réseaux de chaleur géothermiques, et on est bien en dessous, évidemment, des réseaux de chaleur plus classiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, au fil des ans, il faut maintenir la performance, et pour ça, il faut se faire aider par des sociétés compétentes, et il faut surtout bien penser la métrologie de son système. On est rapatrié en supervision, on suit énormément de paramètres sur notre réseau de chaleur. C'est un monitoring qu'on a travaillé au démarrage avec l'ADEME et qui nous est fort utile aujourd'hui en termes d'exploitation au quotidien de nos équipements. Là encore, une comparaison. Voilà, on est dans la conclusion, dans les 60 réseaux les moins émetteurs de CO2. On est content, mais on ne se satisfait pas de ça. Donc, l'objectif reste d'augmenter encore nos performances dans les mois qui viennent. Alors, il y a la Champagne-Ardenne qui fait un suivi très fin sur 25 réseaux de chaleur sur sa région. Donc, on a positionné notre COP globale, la ligne verte, et notre COP PAC, la ligne rouge, par rapport aux performances des autres systèmes. Donc, on est sur la bonne moyenne, on se tient bien. Donc, on n'a pas à rougir. Et on va arriver à atteindre vers notre objectif de 4 pour être encore plus performant et dépenser, consommer le moins d'énergie fossile possible, parce que c'est le but. C'est aussi intéressant parce que quand on vend de l'énergie à des particuliers, à des usagers, nous, l'hypothèse de base, c'est qu'on, dans notre offre, on a toujours annoncé qu'on serait moins cher d'au moins 5% que les énergies fossiles classiques. Et nos contrats de vente de chaleur ont été rédigés en ce sens. Et on s'y tient. Hein. Pour un appartement, donc la surface moyenne là, des appartements fait 75 mètres carrés. Actuellement, le coût annuel de revient est de 620 €, un chiffre 2021. On est bien en dessous des ratios usuels. Nous, on est une collectivité, donc bien sûr, on n'a pas une recherche de profitabilité. En revanche, on souhaite amortir notre système. Hein. Ce qui avait été annoncé, c'est une dizaine d'années. On s'y tient à peu près. On a subi là en 2022, comme tout le monde, la hausse du prix de l'énergie. Nos contrats incluent des clauses de révision donc qu'on applique, et on applique aussi le bouclier tarifaire à 15%, et on reste à des prix bien en deçà de l'énergie fossile classique, tout en réussissant à poursuivre l'amortissement de notre système à peu près sur la durée initiale. Si ce n'est pas 10 ans, ça sera 11 ou 12, mais le bilan économique reste vertueux aussi. Je en ai parlé au fil de ma présentation, mais pour une collectivité, pour nous, il a fallu un peu se former à ces métiers parce qu'on n'est pas expert, hein, on se fait accompagner, on n'est pas parfait partout. Et il y a des points de vigilance et d'amélioration continue qu'on essaye de maintenir. Au niveau des contrats de vente de chaleur, c'est quand même un métier. Donc, quand vous facturez de l'énergie avec des clients usagers derrière, faut s'y tenir prêt, avec l'application de clauses de révision bien calculées, des formules bien adaptées. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, c'est ce qu'on a fait. Le suivi régulier, c'est essentiel, parce que si vous laissez, entre guillemets, vous laissez un peu le quotidien prendre le dessus, il y a quand même de la métrologie, il faut la suivre, il faut nettoyer les échangeurs, il faut faire une exploitation régulière de ces installations, ce qui est normal, hein, mais ça nous permet aussi d'avoir un œil extérieur d'un expert, et ça nous permet ensuite de diriger avec
l'entreprise Engie qui fait l'exploitation, des petites améliorations en termes de renouvellement en changeant une sonde qui nous permettent de maintenir et d'augmenter notre coefficient de performance. On était aussi sur des contrats de maintenance idéalement à rédiger avec des clauses performantielles parce que ça permet aussi de motiver les entreprises à nous aider à exploiter à l'optimum. Un petit volet communication, il ne faut pas négliger. On informe régulièrement nos usagers du bien fondé déjà de la technique. Ils participent à la transition énergétique avec nous. Pas négliger l'aide au plus près des logements, au niveau du secondaire, pour la bonne utilisation des thermostats, le bon réglage. Une fois c'est réglé, tout marche bien et c'est parfait. Mais au démarrage, souvent, les occupants des logements ont besoin d'un accompagnement spécifique pour utiliser au mieux le thermostat. Sur les vertus du projet, il est innovant, c'est exemplaire, c'est ambitieux, c'est duplicable de partout. Voilà, nous, une station d'épuration en pleine ville, ça peut être un inconvénient, mais on l'a transformé en avantage. C'est du cas par cas. Chaque ville a ses équipements, on arrive à trouver des sources d'énergie au plus près. Nous, ça a été l'eau usée, mais ça peut en être d'autres qui ont été présentés en début de webinaire. C'est une vraie synergie. Il faut de la force de conviction. Ça reste un prix de vente aussi qui est quand même intéressant pour l'usager au final et il nous en remercie. Avec un avantage aussi très, très important. Bien sûr, le chauffage, ça paraît évident à tout le monde, on n'en parle même plus, mais nous, la cerise sur le gâteau du rafraîchissement est très appréciée par nos usagers. On a des étés de plus en plus chauds et même quand les logements sont bien conçus, d'arriver à baisser l'atmosphère d'un appartement de 5 degrés, 6 degrés par rapport à la température extérieure, c'est vraiment un atout très important. Et c'est aussi un peu notre démarche chez nous. C'est une solution, c'est une brique concrète, on l'a fait visiter, on communique parce que ça permet de montrer qu'il est possible de faire des choses, même à une échelle de taille semi-rurale, avec voilà, une solution simple, des gens qui en parlent, on fait parler nos usagers, qui en parlent de façon idéale, et il n'y a rien de mieux que la preuve par l'expérience. Je vous remercie de votre attention et puis je vais laisser la parole à M. Imperadori pour les éléments de conclusion, puis les questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Morel, pour votre présentation. Je pense que c'était tout à fait pertinent et ça nous a permis de découvrir un beau projet donc de BTEG en fonctionnement. Donc moi, ça va être assez court. Je suis Noé Imperadori, je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est, donc une animation qui est portée par l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Et donc pour conclure peut-être ce webinaire, cette première session qui était, comme vous l'avez certainement compris et comme on l'a précisé en début d'intervention, l'objectif était de vous présenter la BTEG au sens large, qui pour nous est une solution extrêmement intéressante et qui permet déjà de répondre aux futurs défis et aux défis présents. Donc aussi bien environnementaux que sociétaux. Par contre, pour approfondir la thématique et là aller vraiment sur la partie technique, on vous propose de nous retrouver lors d'une deuxième session, donc comme vous le voyez à l'écran, qui sera le vendredi 10 mars, toujours le matin. Les horaires, on ne les a encore pas définis. Une session qui sera, elle, dédiée aux aspects techniques de la BTEG. Donc, on va aborder des questions qui étaient posées dans le chat, comme les montages juridiques, vraiment comprendre et détailler le fonctionnement de la BTEG, entrer dans le détail de chaque composant, l'intégrer à un projet avec des retours d'expérience,
un projet qui est notamment en train d'être monté. Et puis, bien sûr, un point dont on n'a qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, c'est l'aspect économique, avec notamment les dispositifs financiers qui existent et qui vous seront présentés. Voilà. Alors, la présentation qui a été faite aujourd'hui donc vous sera envoyée, et vous avez également ici le contact des différents intervenants, donc le contact de tous les animateurs et animatrices géothermie qui ont présenté ce webinaire, mais ou ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui sont disponibles sur le site géothermie.fr. Dans l'espace régional. Donc, chaque grande région a un espace dédié, et vous pourrez retrouver les animateurs géothermie dédiés. Et on pourra également vous transmettre les contacts d'Olivier Eck et de Frédéric Conchery et Monsieur Morel également, qui a présenté la dernière présentation. Ce que je vous propose maintenant, mais bien que on ait répondu à beaucoup de questions dans le chat, je crois que pour l'instant, j'ai essayé de faire un suivi rapide. Toutes les questions posées ont trouvé une réponse. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. On peut prendre une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit à les poser directement dans la discussion, soit à prendre la parole si jamais c'est pas trop. Tout le monde ne s'exprime pas en même temps. Je veux en profiter pour relayer tout de suite une question qui, me semble-t-il, n'a pas eu de réponse. Donc, par rapport à la présentation aussitôt, une question se pose sur les modes de diffusion de la chaleur et de la fraîcheur à l'intérieur des bâtiments. Est-ce qu'il est possible d'avoir une réponse à cette question? Oui. Donc, selon les immeubles, il y a plusieurs solutions. Dans les bâtiments de logement, on est sur du plancher chauffant rafraîchissant, donc avec du liquide glycolé qui circule dans ces planchers chauffants rafraîchissants. Et dans les locaux de commerce, on est sur des cassettes individuelles dans chaque pièce de chaque commerce, chaque bureau, chaque commerce. Donc, on a deux types d'émetteurs basse température, soit le plancher chauffant rafraîchissant, soit la cassette. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais en profiter juste pour vous remercier de votre présence aussi très nombreux, parce que j'ai vu d'un œil qu'on est monté quasiment à 350 participants. Donc, on voit qu'il y a un gros intérêt pour ces technologies. Donc, merci à vous. Et puis, effectivement, il nous reste une dizaine de minutes pour des questions complémentaires, si vous en avez. Alors, je vois que nous avons une question qui nous vient de La Réunion sur la pertinence des BTEG dans les dom-toms, puisque les températures du sol sont différentes de celles qu'on trouve en métropole, et puis accessoirement, peut-être les besoins également, les besoins thermiques dans les bâtiments. Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Moi, je n'ai pas de réponse précise, mais au-delà du sol, il y a l'eau. Donc, l'eau du lagon, s'il y a des fosses ou de la profondeur, on peut avoir de l'eau fraîche dans les dom-toms, je pense. Il y a notamment l'exemple récent là, qui est passé au journal télévisé de l'hôpital de Tahiti, je crois, qui a mis en place une BTEG sur l'eau du lagon. Je vais apporter un petit élément supplémentaire. Il y a également des projets de géothermie profonde qui sont envisagés sur certains territoires d'outre-mer et qui permettent de récupérer des températures très élevées et qui, avec les machines adaptées, permettent de produire du froid également. Donc, on n'est pas vraiment sur la boucle d'eau tempérée, mais la géothermie profonde peut aussi être une réponse dans certains cas. Alors, sur la partie également mode de captage à raccorder à une BTEG, j'ai Christophe Delbande qui m'a mis un petit message en précisant qu'il était également possible de capter des calories grâce aux chaussées thermoactives. Donc, je crois que ça a été mis, on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement d'autres moyens de capter les calories dans le sous-sol qu'on n'a pas évoqué. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Mais globalement, tout ce qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on retrouve en règle générale. Je vais continuer avec une autre question sur l'eau d'un canal. Est-ce que c'est utilisable également? Est-ce que c'est valorisable? Sachant que du coup, le canal, on nous indique qu'il ferait 4,50 m de profondeur et 38 mètres de large.
On n'a pas d'informations, par contre, pour le moment, sur son débit. Mais je suppose que pour un canal, il doit y avoir un débit existant. Ah, je n'ai pas. Pareil, je n'ai pas de réponse précise, mais oui, bien sûr, il faut suivre la température d'évolution du canal au fil des saisons, mais un peu comme sur nos eaux usées traitées, ça sera possible, sous réserve d'un dossier loi sur l'eau qui permette de sécuriser ça au niveau réglementaire. Donc, effectivement, qu'il s'agisse de canaux, de fleuves, de rivières d'une façon plus générale, il y a énormément de calories qui sont en transit et c'est possible de s'en servir pour faire de la chaleur comme de la fraîcheur. Le tout étant, bien évidemment, de mettre en adéquation les besoins avec la ressource. Nous avons également une question sur le fonctionnement des émetteurs dits DRV. Alors, je ne sais pas, je pense que c'était par rapport à la présentation à Annecy. Est-ce que c'est possible de nous le confirmer dans le chat? C'est sur la présentation du CITO, les DRV sont pour les locaux de commerce, parce que selon les pièces, certains veulent du froid quand d'autres veulent du chaud, façade sud, façade nord. Et donc, ces débits de réfrigérant variables, en fait, c'est chaque cassette fonctionne comme une mini pack avec un condensateur qui génère son froid et son chaud selon le réglage de la pièce via son thermostat. Et on appelle ça des DRV, ou il y a d'autres noms de systèmes. Après, je pense que vous pourrez l'expliquer de façon plus experte à votre niveau, mais ça permet de faire du froid ou du chaud indistinctement selon les bureaux ou les pièces et la demande de l'utilisateur qui occupe cette pièce. Oui, condenseur. Veuillez m'excuser. Merci de la correction. Merci. Une petite question également pour savoir s'il y a des retours d'expérience sur des BTEG avec des plus petits projets tels que des écoquartiers ou des lotissements. Alors oui, sachez que vous pouvez trouver beaucoup d'informations et notamment des retours d'expérience dans un document créé par l'AFPG. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est un guide technique donc, sur les boucles d'eau tempérées à énergie géothermique. Et à la fin de ce document, il y a un certain nombre de retours d'expérience existants, et notamment sur des écoquartiers. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFPG ou sur le site de géothermie.fr. Voilà, super, Xavier a mis le lien dans le chat pour retrouver ce guide et tous les guides sur la géothermie. Alors, on a une question. Est-ce qu'il y aura des compléments à ces webinaires, notamment des partages sur du REX, sur les différentes technologies? Alors, vous pouvez peut-être préciser la question. Je ne sais pas. Donc, on n'a pas de retour. Alors. Après, comme tu viens de dire, Noé, les compléments, c'est d'aller voir le guide qui aura quand même sur les retours d'expérience. Vous avez des compléments qui sont assez qui sont complets, justement. De toute façon, si on n'a pas répondu à toutes les questions, comme l'a précisé Estelle tout à l'heure, s'il manque des questions, on vous transmettra une foire aux questions où on reprendra tout ce que vous nous avez posé dans le chat et on essaiera d'y répondre par écrit. Et ce sera bien sûr accessible et transmis. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois que dans le chat, on voit beaucoup de personnes qui nous remercient et qui doivent certainement nous quitter. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir vous remercier pour votre participation. Remercier également tous les participants à ce webinaire, Monsieur Eck, Monsieur Morel, et puis bien sûr mes homologues animateurs et animatrices qui ont organisé et présenté ce webinaire. On espère vous retrouver nombreux au prochain webinaire pour approfondir un petit peu l'aspect technique des boucles d'eau tempérées à énergie géothermique. Merci à tous. Et merci à toi également, Noé, d'avoir assuré cette animation en copilotage avec Estelle. On vous souhaite donc à tous, à toutes et à tous, une très bonne fin de semaine et à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.